Salut à tous, salut et bienvenue pour ce petit live où l'on va faire plus court que la dernière fois. C'est un peu plus, ce sera un petit peu plus ramassé. Donc je te remercie Gros Nono d'être là pour le chat. Je remercie les autres personnes présentes. On va discuter de l'Olympique de Marseille, bien sûr, de la première journée de Ligue 1. Et on va également forcément parler du mercato de l'OM, puisque le mercato de l'OM, c'est surtout dans le sens des départs. On va se poser cette question. Qui il ne faut pas perdre en priorité? Ou qui faut-il garder en priorité? Et quelle perte serait la plus dommageable pour l'Olympique de Marseille en cette fin de mercato, puisqu'on ne parle pas trop d'arrivées, on parle surtout de départ. Si vous regardez ce live en replay sur YouTube, d'abord, merci également de votre soutien. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, tout ça, à booster. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est là, donc je me dis que ça peut peut-être aider. Dans tous les cas, merci à tous pour votre soutien. Et on va vite partir. Salut Taigong Wan, salut à tous. Mourad, sans parler de potentiel arrivé, mais plutôt des départs, quels sont les deux joueurs que tu souhaiterais voir partir en priorité? C'est justement la troisième partie, je pense qu'on va faire. Le Pododo qui débute par une question un peu piquante. Genesio, supérieur à Bielsa. On va quand même se calmer. mais excellent départ, bien sûr, de Nono. Et Lupobino. Bonjour Mourad, il ne faut pas vendre Gomez, Peichao et Hochberg. On en parlera après être revenu sur le match. Donc on va débuter un petit peu par ce match, cette belle victoire 4 buts à 0. Et je voulais débuter par cette belle passe map de Between the Post. Vous savez que j'ai pris l'habitude d'aller voir les pass maps de whoscored.com. Mais donc d'ailleurs, on va mettre celle-ci de whoscored.com en parallèle. Mais celle de Between the Post, elle est mieux parce qu'elle met aussi plutôt les position maps de whoscored.com. Donc ici, on a ce truc-là où on voit que les deux milieux de terrain se marchent un petit peu dessus. Mais ce qui est bien avec ce design-là, c'est que ça met aussi en évidence le nombre de ballons touchés et le nombre de passes, puisque plus les cercles sont gros, ça veut dire qu'on a touché beaucoup de ballons. On peut d'ailleurs confirmer ça tout de suite en allant à côté. Hop, si on va à rapport du match, centre du match, on va aller voir les statistiques sur WhoScored et je sais plus où est-ce qu'ils sont. Ils sont ici. Voilà, statistiques des joueurs. Hop, on fait général. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Oui, c'est ce qui s'appelle contrôle. Donc voilà, on voit ici, je regarde un petit peu comment. Voilà, ici on voit que on a le nombre de ballons touchés donc par chaque joueur. Donc Hochberg 106 ballons touchés, Kondogbia 91, 85, 78, etc. Et donc ce nombre de ballons touchés, il se voit aussi donc dans la taille des cercles et aussi dans plus les flèches sont grandes, plus les joueurs ont échangé des passes entre eux. Donc forcément, Geoffrey Kondogbia, Seji, Egan, Riley ont échangé beaucoup de passes entre eux. Et puis, on a un petit peu ce qu'ils ressortent tactiquement de l'OM. Donc, le tweet qui annonce cela, il annonce la couleur. Alors, comme on ne le voit pas trop, je pense ici. Oui, si on le voit un petit peu ici, je vais vous lire. Pretty much a box standard 4-2-3-1 by Genesio's OM. Donc, vraiment un standard, un bon vieux 4-2-3-1 des familles par Genesio. Ça a super bien marché. It worked just fine for an hour before the score. Ça a plutôt bien marché pendant une heure, juste avant que le score explose après le carton rouge de Strasbourg. Donc voilà, most pass Pierre-Emile Hochberg, most XG Shane, ça veut dire le joueur qui a été le plus impliqué dans des actions qui ont abouti à un XG, donc à une occasion de but, grosso modo, c'est Angel Gomez. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque Angel Gomez, il est passeur décisif sur le premier but, mais on ne le voit pas forcément. Le plus de passes vers l'avant, Pierre-Emile Hochberg. Le
plus de passes vers l'avant reçues Timothy Weah, most centrality, je sais pas ce que ça veut dire, le plus central Egan Riley, bon c'est pas une surprise, mais ça c'est intéressant, le plus de passes vers l'avant Hochberg, le plus de passes Timothy Weah, puisque en fait on a un truc là ici aussi, donc les thèmes tactiques. On a le build-up plus 1, donc ça veut dire la construction, le plus 1, la construction. Donc Hochberg qui redescend entre les lignes pour construire, on l'a vu aussi très clairement. Les latéraux avancés, l'homme en plus à la construction, donc Hochberg qui descendait entre les deux. Ici, envoyé les deux latéraux sur les côtés, donc Weah et Emerson, et ça a été un peu le départ de l'action. Donc, en fait, ça, c'est dans la lignée un petit peu de ce qu'on a vu dans les matchs amicaux. Donc, moi, j'ai surtout vu les deux derniers. Donc, c'est un 4-2-3-1, c'est du classique. Ça fait du bien pour l'instant. On n'a pas besoin de partir dans des trucs ultra compliqués. Ça se passe bien. On a donc Hochberg qui redescend entre Kondogbia et Egan Riley, ou alors des fois aussi il était à la gauche ou à la droite d'un des deux. Quand il y en a un des deux qui montait un petit peu, il pouvait aussi compenser et il tentait après voilà de lancer les attaques sur les côtés. L'un des voilà donc je vous lis la fin des thèmes tactiques de betweenthepost.net. Central receiver, donc le receveur central. Gomez occupy the central pocket ahead of Marseille deeper structure. Donc Gomez était dans la zone avant la ligne d'attaque, avant la ligne profonde de l'OM. Donc ça on l'a vu. Et la connexion à gauche entre Emerson et Pachao qui était très forte avec en plus Angel Gomez. Donc on l'a bien vu, on l'a vu notamment sur le premier but où il me semble que c'est Emerson qui récupère pour Pachao, pour Gomez, pour Gouiri. Ça a très bien marché. C'est encore mis en avant ici. Left side connection, Emerson and Pachao form a clear wide left connection with Gomez position inside them. Donc, ils forment Emerson et Pachao. Emerson qui est d'origine brésilienne, donc doit bien en plus communiquer avec Pachao, forme une connexion claire sur le côté gauche avec Gomez qui se positionne à l'intérieur de cette connexion. C'est vraiment ce qu'on a vu. En fait, il n'y a pas de truc vraiment ultra compliqué à se dire oui, on est passé par là, on a fait des trucs comme ça, machin, tout ça. C'est du classique. Bon, écoutez, franchement, ça a super bien marché. Moi, j'ai même trouvé qu'en première période, c'était tout à fait, comment dire? C'était tout à fait correct parce que attendez, je vais aller sur, c'est SofaScore qui met les trucs. Hop, SofaScore, OM Strasbourg. Parce qu'il y avait beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de, de pessimisme autour de cet OM compréhensible qui est dû déjà un petit peu au trauma de la saison passée et en plus de ça, généralement, on débute une saison dans l'euphorie du mercato, dans l'euphorie de recrues dont on pense qu'elles vont être les futurs ballons d'or alors que souvent elles se révèlent être décevantes. Donc il y a beaucoup de déceptions. Donc, pour ici Provence, je dois faire la stat de la mi-temps. Et la stat de la mi-temps, attendez, je vais vous le mettre ici. Salut Papette. J'avais mis Papé d'ailleurs plutôt. J'avais mis pour la première mi-temps, donc la stat pour moi qui sautait le plus aux yeux. En plus, il faut utiliser un peu des stats simples parce que on va pas partir dans des stats compliqués, tout ça. C'était le nombre, je sais pas pourquoi, voilà, le nombre de ballons touchés dans la surface de réparation. Je sais plus où il était. Parce que en fait, ça change, le design change quand on passe à la deuxième période. Mais bref, l'OM avait touché 21 ballons dans la surface de réparation strasbourgeoise en première période. Ce qui est très bien en fait, ce qui est vraiment ce qui veut dire que l'OM a souvent été dans la surface de réparation strasbourgeoise, ce qui veut dire que l'OM a aussi s'est procuré des occasions,
Donc on voit qu'il y avait 9 tirs, qu'il y avait 2 arrêts du gardien. Il y avait aussi un peu de pressing, il y avait un sentiment un petit peu où on sentait une envie de bien faire côté marseillais. Mais quand j'ai mis ça, sur les réseaux sociaux, vraiment, il y a eu plein de commentaires genre: «Non, mais tu rigoles ou quoi? C'est de la merde, machin, vous allez voir, on va encore perdre, on va encore se faire tuer, machin, tout ça». Encore une fois, voilà, je pense que c'est la cicatrice de la saison passée et aussi la cicatrice de cette intersaison qui est très compliquée. Mais si on passe ça, c'était déjà pas mal en première période. Et en seconde période, Gouiri a eu la bonne idée de marquer. Pechao a continué à faire son excellent match. Et donc, ça nous a conduit à avoir un peu plus de tranquillité. Euh, donc, victoire tranquille de l'Olympique de Marseille, victoire qui fait du bien aussi, parce que comme je le disais, il y a un peu là, l'OM doit un peu emballer tout le monde. Et forcément, il y a beaucoup de bémols qui sont mis, parce que il y a eu beaucoup d'enflammades l'année dernière. Et il y a eu énorme déception. Et en plus de ça, il y a cette intersaison. On jette un petit coup d'œil sur les stats. Sur les stats, donc OM Strasbourg, ici on est sur whoscored.com. Donc au nombre de tirs, ça m'intéresse un petit peu. Bon, Amine Gouiri, 5 tirs, c'est attendu. 5 tirs, donc ça c'est les tirs cadrés, donc 3 tirs cadrés. On va même par si on peut faire un truc comme ça, voilà, on attaque. Pierre-Emile Højbjerg, 3 tirs. Bon, il y a son but, mais il y a aussi 2 tirs en première période où il force un petit peu. Mais il essaye de jouer ce rôle de leader, de leader, voilà, de se dire, bah, on n'y arrive pas, attendez, donnez-moi le ballon, je vais frapper à 25 mètres. C'est peut-être un petit peu au-dessus de ses capacités, notre ami Højbjerg. Il faut qu'il fasse attention aussi à pas prendre des tirs n'importe comment. D'ailleurs, je pense qu'on peut les voir ici sur SofaScore. Malheureusement, seconde période, voilà, moi je vais voir première période. Voilà, c'est les 2 tirs ici. Non, c'est pas mais il a vraiment voilà, 41e et 31e, bon, à 10 minutes d'intervalle, et on est pratiquement au même endroit. Et il fait des tirs super lointains, 0,04 expected goals, 0,03 expected goals. Bon, comment dire, t'es pas Juninho quand même, Pierre-Emile. Faut arrêter les frappes à, les frappes à 30 mètres. Va falloir avance-toi un petit peu, voilà, comme sur le 4e but. Mais je ne vais pas faire du Pierre-Emile Højbjerg bashing, puisque pour moi, c'est même un joueur qui doit rester en priorité. Je vous explique tout ça après. Angel Gomez, 3 tirs. Il a notamment une énorme occasion en première période. 2 passes clés. Donc les passes clés, on a vu aussi dans Between the Post qu'il fait partie du Most XG Chain. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire c'est un hipster truc. Bon, si vous n'avez pas besoin de cette stat, vous pouvez la jeter, mais ça veut dire qu'il a participé au jeu, quoi. En fait, grosso modo, avant on aurait dit ah bah il a participé au jeu. Maintenant on a des chiffres pour dire bah il a contribué au jeu de l'équipe de manière un petit peu concrète. Après, si vous voulez jeter ça, c'est votre droit aussi, hein, mais moi, ça m'intéresse. C'est une information en plus. Et une information en plus sur laquelle j'avais même pas trop jeté un coup d'œil jusqu'ici, puisque vraiment, j'ai été occupé à vivre le match en direct, etc. Donc, Amine Gouiri, donc 5 tirs, Højbjerg et Gomez derrière avec 3 tirs. Pechao qui n'a pas trop tiré, dont on connaît la puissance de frappe. En fait, voilà, les tirs sont assez bien répartis, hein, puisqu'après, au final, on a un tir de Kylian Abdallah, ça a fait but. D'ailleurs, ça, c'est toujours un plaisir. Les buts des minots, c'est un truc, des joueurs formés au centre de formation, c'est un truc extra, vraiment. Pour moi, c'est mieux que les buts des recrues. Bon, après, il faut qu'il confirme dans la durée. Et Kylian Abdallah, c'est un joueur qui m'intéresse pas mal, parce qu'il était pas toujours titulaire. En fait, ça fait partie. Je vais pas vous faire le mec qui connaît les équipes de jeunes, etc. Moi, je me suis intéressé au centre de formation de l'OM, particulièrement lors de la saison
2023-2024, donc quand l'OM remporte la Gambardella et particulièrement sur cette épopée de Gambardella. Et donc j'ai commencé à connaître un petit peu les joueurs, et cetera. Il me semble qu'Abdallah, il n'est pas titulaire et il me semble que justement il est non, c'est pas lui parce qu'Enzo Sternal n'est pas là en finale, enfin bref. Il avait fait une très belle finale, il avait montré des choses comme plein d'autres joueurs dans cette équipe de Gambardella, comme Bacola par exemple, hein, qu'on a vu aussi. Mais il y a un truc où, donc forcément, moi j'ai envie de le voir réussir. En plus, voilà, la famille de Maoulida, etc. Mais il m'a toujours apparu un petit peu frêle. Alors j'ai très peur de faire dans le cliché parce que je n'aime pas ça. Puis dites-moi si vous pensez que j'ai tort, que pour vous c'est pas quelque chose d'important. Et puis en plus, on a vu plein d'ailiers, au contraire, prendre beaucoup trop de muscles et perdre un petit peu d'explosivité. Mais il a quelque chose, Abdallah, il a une certaine explosivité, une certaine vitesse, il met des buts. Donc je parlais de cette finale de Gambardella par exemple où il avait été décisif. Là, il marque un but aussi. J'ai un peu du mal à, à me projeter dans un joueur en me disant lui c'est plus que mon coup de cœur, le jeune de l'OM qui fait des entrées. Parce que j'en ai eu plein des comme ça. J'en ai eu plein des coups de cœur de l'OM, jeune qui fait des entrées où je me dis ah peut-être. Et en fait après le jeune Marley Ackley, le jeune quelque chose, j'en ai eu plein. Donc Kylian Abdallah, je sais pas si ça peut aller plus haut. Tout comme m'a dit, ça me paraît être un peu léger physiquement. Euh, c'est des choses qui se travaillent. En tout cas, une bonne entrée. La dernière fois, c'était en amical, mais Madi avait fait aussi une bonne entrée. Si on peut compter sur des jeunes un peu explosifs sur les côtés, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment, vraiment envie. Enfin, je fais attention à ce que je dis parce que je sais que tout est détourné, etc. J'ai vraiment, vraiment envie qu'Abdallah réussisse. Mais en plus, j'ai un neveu qui s'appelle Abdallah, donc ça me ferait plaisir. Ça fera un truc multiverse. Mais j'ai vraiment envie qu'Abdallah réussisse, mais j'ai du mal à voir plus en lui que ce que j'ai vu chez plein de jeunes qui sortent du centre de formation qui m'ont enthousiasmé. Et là où, quand je voyais Robinho Vaz, je me disais ah là il y a plus. Là on dirait qu'il y a plus. Là on dirait qu'il y a plus. Robinho Vaz ça a explosé un peu sur l'écran. Abdallah pas encore, mais on lui souhaite et je serai vraiment vraiment le premier ravi. Et je vous dis j'ai des doutes, mais c'est des doutes qui sont nés d'années à voir des jeunes sortir du centre de formation, faire des entrées et ne pas aller beaucoup plus loin. Mais bref, pour l'instant, félicitations à lui. Kylian Abdallah, buteur. Voilà, est-ce qu'on regarde d'autres choses? Défensivement, c'est très intéressant parce qu'on va peut-être pas le voir ici, mais j'ai vu la stat passer hier. Poum, poum, poum. Encore une fois, c'est des stats avancées. Encore que les XG, est-ce que c'est encore des stats avancées? Je sais pour moi, ça en est plus, mais je sais que c'est souvent, il y a beaucoup de monde qui dit: «Ah machin, les XG». Mais donc 0,18, il me semble, que l'Olympique de Marseille a concédé d'XG. C'est le moins d'XG concédé, sur cette première journée de Ligue 1. Donc c'est aussi la preuve que l'Olympique de Marseille a été solide, a pas été seulement bon en attaque. Certes, ça a explosé, où est-ce que je peux voir ça? Je vais aller voir, comment il s'appelait déjà? Understat.com, je pense. Hop, hop, hop. C'est non seulement l'OM a été, non, c'est pas ça, c'est pas understat.com. Si, c'est ça. Voilà, non seulement l'OM a été bon offensivement, mais l'OM a aussi 0,19 ici. Ils me mettent understat.com, donc voilà, on retourne là. 2,35, 0,19. On voit un petit peu les autres. Lance au cercle, 5-12, 1,71. Bon, 5-12, il y a eu 2 pénaltys aussi. Il y en a eu, parce que celui-là, je l'ai regardé d'un match, ce match. Mais 2,16, 0,76, 0,34, 1,55, 0,77. Bref, l'OM est l'équipe qui a concédé le moins de XG. Certes, il y a eu un carton rouge qui a changé la phase du match, mais lors de la première heure, les deux équipes jouent à 11 contre 11.
il y a un petit peu il y a vraiment des craintes. On sentait il y avait un truc dans le stade, on sentait, que tout le monde flippait à chaque attaque de Strasbourg. Dire: «Allez vas-y, c'est bon, vas-y, allez, on est reparti, vas-y, c'est bon». Il y avait vraiment, heu, cette fébrilité qui était palpable dans tout le stade Vélodrome et donc c'est aussi pour ça que ce succès, il fait beaucoup de bien. Il fait vraiment énormément de bien, parce qu'il libère un peu de ce truc et comme m'a dit, l'ami Merwan qui passe souvent dans les micro-trottoirs que je fais pour Ici Provence, il a dit: «Bah, ce sera peut-être pas l'enfer qui nous était promis». On verra dans tous les cas, encore une fois pour, continuer à le citer, il dit: «Bah, ce qu'on attend avant tout, c'est que les joueurs donnent tout ce qu'ils ont, et puis on verra après. Pour l'instant, c'est ce qui s'est passé». Donc il faut savourer ce petit succès, il faut savourer cette première place de Ligue 1. Et oui, l'Olympique de Marseille joue le titre, l'OM est leader de Ligue 1. C'est une blague, bien sûr, c'est une blague pour tous les trolls qui vont venir et dire: «Ah machin, tu racontes n'importe quoi». Mais le championnat de Ligue 1 a repris et c'était pas mal, c'était plaisant cette première journée de Ligue 1. J'ai vu pas mal de matchs, donc quand même Strasbourg, bien sûr. Lens-Auxerre, je l'ai vu d'un œil. Toulouse-Lyon aussi, j'ai vu. Angers-LOSC aussi, je l'ai vu d'un œil, je faisais autre chose. Et Rennes-PSG hier, donc j'ai vu pas mal de matchs et c'est vrai que c'était dans l'ensemble des matchs très plaisants. Lens-Auxerre, c'était très plaisant et beaucoup de monde parlera de l'arbitrage, carton rouge, tout ça. Bon, attention à Lens parce que moi, enfin, en même temps, c'est la première journée de Ligue 1. Ils ont gagné le trophée des champions. Là, c'était plutôt intéressant. Après, les équipes qui explosent après une saison en surperformance, généralement, ça se passe pas la première journée de Ligue 1. Ça se passe après que la Ligue des Champions ait débuté, vers octobre-novembre. Il y a des défaites un peu surprises. Il commence à y avoir des tensions. Il commence à y avoir aussi des joueurs qui ont entendu l'hymne de la Ligue des Champions et donc qui pensent être autre chose qu'ils ne sont vraiment. Mais pour l'instant, donc Lens, attention, très bonne équipe. Auxerre a pas du tout démérité, surtout à 10 contre 11. Il y a vraiment eu 2-3 occasions, 3 grosses occasions, et puis ça se décide un peu en fin de match. Ils reviennent, je sais plus comment ça se déroule exactement le score, parce que je sais qu'il y a un penalty à la fin, un penalty au début, un carton rouge au milieu. Et il me semble que ouais, c'est ça en fait quand à 4-1, ils reviennent à 4-2. Bon, il y a jamais réellement l'espoir, de se dire, «Bon OK, ils vont faire la remontada», mais tu te dis: «Bon bah, à 4-1», tu dis: «Ça y est, le match est fini». Ils en mettent un dans la foulée, tu dis: «Ah bah, ils ont pas, complètement lâché», en sachant qu'ils sont à 10 contre 11. C'était vraiment un match plaisant ce Lens-Auxerre, vraiment j'insiste là-dessus. Donc Rennes-PSG, c'était aussi plaisant. Angers-LOSC, que je l'ai regardé, d'un œil, en étant au téléphone avec mon frère, donc pas, je vais pas trop parler de ça, mais le LOSC paraissait quand même bien au-dessus et Rennes-Paris, franchement, si j'étais rennais, j'aurais beaucoup de regrets parce que Rennes a été vraiment très bon dans ce qu'ils ont fait. Oui, on peut toujours dire: «Oui, il y a eu plus de possession, plus de XG et cetera côté PSG», mais tu sais que quand tu joues contre le PSG, ça va forcément ressembler à ça. Mais ouais, tu mènes 2-0, tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu tiens le 2-0 jusqu'à la 71e et tu te fais et puis il y a des actions. Il y a un moment, Warren Zaïre-Emery, après une frappe repoussée, il est tout seul, il la rate à 6 mètres. Il y a des trucs, tout semblait vouloir dessiner une victoire rennaise, donc de ne pas avoir pris, les 3 points, je pense que je pense que je l'aurais très, très mauvaise. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Pourquoi le chat, il s'affiche? Ah, mais oui, parce que je l'ai caché. Je me demandais pourquoi il ne s'affichait pas, mais il était caché puisque j'ai essayé de changer un petit peu le design du truc et donc c'est pour ça que vos messages n'apparaissaient pas. Lupobino, dans le chat nous dit: «Rennes nous a fait une OM 2025-2026». Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a vraiment pas mal de ça, ouais.
C'est assez dommage. Je sais pas pourquoi vos messages ne s'affichent toujours pas à mon écran, sur l'écran. Je Si je vais dans l'autre, ils s'affichent, enfin que les derniers. Bon, faudra encore que je retravaille un peu le truc. J'ai que 2 messages du chat qui s'affichent à chaque fois. Essayez de spammer un peu dans le chat là, voir si ça va me les afficher les messages ici. En tout cas, salut Slim, salut LDV13, salut Judge Thread qui dit avec un nouveau Covid d'ici le week-end prochain, ça peut le faire. Écoute, on se le souhaite pas forcément, mais pourquoi pas. Ouais, non, mais voilà, je vois la LDV13 qui a remis un message et qui s'affiche ici. Ouais, il s'affiche ici, mais il s'affiche pas sur l'autre truc. Bon, j'ai fait un. Il y a une connerie que j'ai fait quelque part. Euh, je sais pas où est-ce que je l'ai fait, mais je l'ai fait. Ah, peut-être qu'il faut que je mette le chat au-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Bon, dans tous les cas, ça fait plaisir de revoir du foot. À titre personnel, ça m'a fait plaisir aussi de repartir au stade et de vraiment voir une victoire de l'OM et de la savourer sans avoir un petit peu un sale goût, un arrière-goût. Je me dis, ah, mais. Là, c'était vraiment, bah, l'OM a gagné, on profite. Abdallah qui a marqué, très bien. Gouiri qui est un joueur que j'aime beaucoup, Peichao qui fait un gros match, tout ça, tu dis bon ben pourquoi pas. Mais ce n'est que la première journée et la deuxième journée va réserver un test d'un autre niveau à l'Olympique de Marseille puisque l'OM se déplace à Monaco. Donc ce sera beaucoup plus dur, mais on va le dire doucement pour pas se porter la poisse. Mais Monaco au mois d'août, souvent ça réussit bien à l'OM. Début de saison, Monaco OM, généralement, je me souviens de Villas-Boas là-bas, comment il s'appelle, de Rudy Garcia, quand, quand Kostas Mitroglou, il mettait des petits ponts avec la semelle et tout. Généralement, il y a un truc, et puis il y a les supporters marseillais qui sont là généralement dans le stade. Bon, il faut ne pas perdre. Si l'OM réussit à aller chercher un nul ici, à battre j'ai toujours envie de dire le PFC, mais le PFC ensuite et la quatrième journée à Rennes, ouais, et que tu fasses des nuls à Rennes et Monaco et tu bats le PFC, ça, tu auras réussi ton début de saison, sachant que ensuite tu as le PSG. Et là aussi, il faut aller chercher un nul, quelque chose. Mais déjà, si tu perds pas contre les gros, vu le début de saison bien chargé, puisque tu as quand même Monaco, Rennes et le PSG sur ta route, si tu bats ceux que tu dois battre, en sachant que même le PFC, j'ai même pas vu ce qu'a fait le PFC cette semaine, 0-0 à 3. Euh, Si tu bats ceux que tu dois battre et que tu ne perds pas contre les gros, il va déjà y avoir un peu un soulagement des supporters qui vont se dire ok, comme le disait Merwan, bah, c'est peut-être pas l'enfer qu'on nous avait promis. On va peut-être se mettre derrière l'équipe et les supporter et voir où ça va. Donc on va espérer ça. Mais pour l'espérer, il faut voir qui on ne vend pas, qui part avant le départ de la fin de saison. Je vais faire un petit tour dans le chat avant de passer au second sujet, enfin au dernier sujet même. Slim Zero qui dit c'était quand même très difficile à regarder ce match. Slim, t'as trouvé ce match très difficile à regarder, vraiment? Mon père qui suit l'OM depuis la fin des années 60 a craqué avant la mi-temps. Il a éteint sa télé et m'a dit j'arrête là, il y a rien, c'est pas du foot. Ah ouais, bah parce que t'es arrivé un petit peu après le début du live, mais ce que je disais, c'est que moi, même en première période, je me suis dit, il y avait presque de la timidité. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, vers la fin de la première mi-temps, il y a un centre, Weah peut tenter la volée, mais il tente de la remettre derrière lui. On sentait que tout le monde essayait de trop assurer ses gestes. Mais moi, je pense que c'est lié à la saison dernière. Je pense que vraiment la saison dernière, elle a fait très mal et que beaucoup de monde se dit: «Vas-y, je donne pas d'espoir à cette équipe». J'ai vu, mon ami Thierry Audibert qui disait,
J'ai même pas envie de j'ai peur d'y croire à nouveau et d'être déçu. Donc c'est la première fois depuis 50 ans, qu'il s'est dit: «Bon, là, cette saison, l'OM, je prends un peu de distance». Hugo Pro 202 qui dit: «Est-ce que tu montres des matchs de l'OM?» Non, j'aurais aimé avoir les droits, mais ils coûtent un peu cher. Il y a Moujin qui dit: «Il force les anciens aussi». C'est vrai, mais on les aime aussi pour ça. Mais non, c'est trop. Les anciens qui parlent football, c'est un truc qu'il faut chérir. Il faut chérir ces anciens. Mais c'est vrai qu'il en reste un petit peu. Ils sont trop dans, ils sont trop dans le souvenir des années tapis et pour eux tout c'est de la merde. Donc, euh, donc ouais, c'est un petit peu dur. Salut footballophile. Slim qui nous dit c'est très lent, c'est mou, il y a jamais un temps fort avec 3 occasions en 5 minutes. Ouais, mais ouais, mais c'est un premier match dans un contexte difficile. Il y a eu des phases de pressing, tu vois, qui étaient pas mal. Et des moments où t'allais sur le gardien. T'as quand même deux, trois moments un petit peu forts. T'as ce truc, cette occasion d'Angel Gomez qui est suivie par une frappe. Cette frappe d'Harit. T'as ces deux, trois occasions. Moi, je pense vraiment, après, bien sûr, alors, respect à ton père, et si c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il voit, et il a tout à fait raison, même si c'est ce que tu vois. Mais je veux dire, je pense qu'il y a vraiment un peu une protection que maintenant que beaucoup de supporters marseillais vont se mettre en se disant: non, 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 vas-y, c'est nul, vas-y, casse-moi pas la tête avec cette équipe, c'est bon, vas-y, c'est bon. S'il n'y a pas 3-0 au bout de 20 minutes, vas-y, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il il y a vraiment un trauma, il y a vraiment un choc, un petit peu. Euh, mais moi, j'ai trouvé ça pas trop nul et un petit peu timide. Ok, je regarde un petit peu. C'était important de gagner ce début de match vu le début de calendrier. Au-delà de la large victoire, je retiens le fond de jeu qui est vraiment pas mal et pour ma part plus intéressant que celui proposé par Roberto De Zerbi, dit LDV13. Je sais pas, je sais pas, c'est un petit peu. Tu vas un peu fort quand même, LDV13. Autant je trouve que le père de Slim va un peu fort d'un côté. Toi, tu vas peut-être un peu fort dans le côté. Il y a plus de fond de jeu qu'avec Roberto De Zerbi. Je le souhaite, j'ai envie de voir ça. Mais, euh, mais dis-toi que déjà, le fond de jeu, il se juge sur un échantillon plus grand, c'est-à-dire qu'il nous faut une petite dizaine de matchs pour vraiment voir à quoi l'OM de Genesio va ressembler. L'OM de De Zerbi, il y avait quand même des idées. Il y avait quand même des idées. Il y a des idées qui se sont auto-parasitées avec l'autre fou italien qui s'est pris une belle raclée d'ailleurs ce week-end. Hein, je sais pas si vous avez vu, mais pas mal les 300 millions d'euros. Peut-être qu'il faut en recruter plus des joueurs. C'est ça, Roberto. Mais il y avait des idées. Il y avait des idées. Tout n'était pas pourri. Peut-être qu'il lui manque son fils à Roberto, en fait. Peut-être moyen de faire un transfert. Moi, je suis un peu méchant, mais il y avait des choses. Il essayait des trucs. Il y avait des matchs. Il y a des moments où tu as quand même écrasé tes adversaires. C'était des petits adversaires, mais les Lorient au Vélodrome, les saisons précédentes, Saint-Étienne, c'était le Havre aussi qui se prend quand même un bon 4-5-0. Euh, mais ouais, il y avait quand même des choses plutôt. Il y avait des choses à valoriser dans ce que faisait De Zerbi. Moi, je pense que c'est pas tactiquement, c'est pas dans le fond de jeu que ça a échoué, c'est dans la gestion humaine. Et ça me fait mal de le dire, puisque je préfère dire ah bah c'est parce que t'es nul tactiquement, c'est parce que Kondogbia il bouge pas. Mais vraiment, entre lui et Benassia qui se sont montés tout seuls et qui ont qui se tapaient sur le torse en disant on est des hommes, vous êtes pas des hommes, truc machin. Ils se sont brûlés tout seuls. Je sais pas comment ils ont fait. Mais bref, assez parlé de Zerbi. Franchement, on va voir. Genesio, en fait, ça fait quelques années que son Rennes était sympa à avoir joué, son Lille était sympa à avoir joué. S'il donne un peu confiance à pas mal de joueurs, ça peut ressembler à quelque chose. Franchement, c'est très basique ce qu'il fait, mais
pourquoi pas en fait? Moi je m'en fous. Si tu arrives à bien exploiter des paires sur les côtés, comme, Emerson Pacheco, que tu arrives à relancer un joueur comme Angel Gomez, bah, vas-y Bruno, on est à 100 derrière toi et peut-être que ça peut être une bonne surprise cette saison. J'ai vu un message dans le chat, d'OG CRM 1984 qui dit: «Tu rigoles, ils vont encore faire Savigno et Marmouche MDR». Ouais, non, mais voilà, c'est en fait, il faut faire un petit peu attention aux entraîneurs et pour moi, l'entraîneur, ça a longtemps été la figure la plus intéressante du football parce que c'était celui qui pouvait impulser un fond de jeu, qui pouvait, impulser une identité, technique, tactique à une équipe. Donc c'est vraiment moi, c'est la figure qui me fascine le plus dans le monde du football. Mais les entraîneurs sont de très mauvais recruteurs parce que les entraîneurs, en fait, ils cherchent des joueurs qui vont leur faciliter la tâche. Parce que même Marcelo Bielsa vous le dira, hem, si tu as des joueurs à qui tu ne dois rien apprendre, donc des joueurs qui sont internationaux, qui ont 27 ans, dans la force de l'âge, qui ont déjà, tout inculqué, et ben, ils vont te faciliter la tâche. Ils vont faire les trucs, voilà mais par contre ces joueurs-là, ils coûtent cher et en fait, ils peuvent aussi être, ça peut être au détriment de ton idée de jeu. Parce que si tu as des joueurs qui disent: «Ouais, vas-y c'est bon, vas-y dégage avec ton pressing machin. Moi, je jouais sous Allegri. Sous Allegri, il y avait pas de pressing, on faisait comme ça, on gagnait les matchs. Allegri a dit que les mecs qui faisaient du pressing, c'était de la merde, vas-y, c'est bon. Ça peut aller contre ton idée. Et en fait, tous les coachs du monde, ils veulent des joueurs à 100 millions d'euros. Ils veulent des Savigno et Marmouche et se dire ouais, bah c'est génial. Mais après, c'est Savigno et Marmouche. Est-ce que deux joueurs que j'aime bien, encore une fois, hein, parce que j'ai pas envie de leur manquer de respect. Est-ce qu'ils sont pas dans un creux de leur carrière? Euh, est-ce que ils sont plus importants que ton idée de jeu, etc. Bon, je pense pas que ça va être le cas quand même à Tottenham, parce que vu la taille du club qu'est Tottenham, vu la hype autour de De Zerbi, et vu le parcours qui est pas encore extraordinaire, Savigno et Marmouche, même si ce sont deux très bons joueurs, c'est pas, je sais pas, Vinicius et Haaland, c'est quand même un degré en dessous, donc peut-être que eux vont t'écouter, vont vouloir grandir. Mais dans tous les cas, voilà, De Zerbi, c'est un entraîneur comme les autres. Et c'était peut-être pas un entraîneur comme les autres, mais j'ai l'impression qu'il prend cette pente-là, des entraîneurs qui, un petit peu comme, comment il s'appelle? L'ancien entraîneur de Naples, Maurizio Sarri, qui, à un moment, avait une idée de jeu, faisait grandir des joueurs et puis après, ils vont dans un club, ils commencent à acheter, ils commencent à tomber dans ce truc: «Oh, il me faut des internationaux de 26 ans qui vont me faciliter la tâche» et après ça devient des entraîneurs lambda, tu as du mal à voir leurs pattes, tu as du mal à voir leurs touches, leur toucher leurs trucs et en plus de ça, leur qualité à eux, de base, ce n'était pas d'être des leaders d'hommes, des managers et je dis pas ça pour dire qu'ils n'ont pas de qualité tactique, les leaders d'hommes, les managers. Didier Deschamps et Carlo Ancelotti, ils m'apprennent et ils nous apprennent à tous la tactique tous les jours, mais ils ont une qualité encore supérieure, c'est de comprendre la psychologie d'un groupe et de le faire bouger dans un certain sens. Sans doute plus que de donner une identité tactique forte à une équipe, même s'ils comprennent tout de la tactique, mais ils se basent d'abord là-dessus. Les entraîneurs à la type De Zerbi ou Bielsa, qui ont d'abord ce truc de donner une identité forte à une équipe, et peut-être pas ce truc de management, d'être humainement peut-être un peu difficile. Le moment où ils commencent à vouloir être Deschamps et Ancelotti, c'est le moment où ils servent plus à grand chose. Bon, voilà. Je suis Yaboujine, je regarde un petit peu. Ouais, il y a beaucoup de messages en fait là, et tout à l'heure je me plaignais de ne pas avoir les messages. Confo M Seb qui dit: «Petite question Mourad, avec l'effectif actuel sans départ ou arrivée, tu nous vois comment? Assez fourni, compétitif, combien on finit en Ligue 1? Idem en Europa et Coupe de France». Bon, je vais me servir de la question de Confo M Seb pour justement basculer sur le prochain thème que je voulais faire. C'est hop, je vais peut-être un peu décaler ça comme ça, voilà. C'est qui garder en priorité? Qui on ne veut surtout pas voir partir dans l'effectif de l'OM? Je reviendrai après dans le chat pour faire un petit tour sur vos questions.
qui je ne veux surtout pas voir partir. Déjà, Geoffrey Delange, je sais pas, on l'a vu quand même, on a dû voir quoi, Geoffrey Delange à l'OM. On a Transfermarkt à côté. On a dû voir une petite dizaine de matchs de Geoffrey Delange entre. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de matchs qui sont des matchs, des matchs sans, comment dire, sans grande puissance au niveau de la performance, parce que c'est des débuts de Coupe de France, etc. Si tu te plantes, que tu es vraiment nul. Voilà, 11 matchs à l'Olympique de Marseille. Mais il y a eu d'autres matchs aussi, notamment à Nice, etc., où il a vraiment été bon. Donc, Geoffrey Delange, sur ce qu'il a montré, voilà, contre l'Orient, et donc il avait été titulaire contre l'Orient, contre le Havre. Quand il a été titulaire, il a jamais trop fait peur. Alors bien sûr, il y a ce 5-0 qui a participé au fait que tout le monde se dise ah en fait c'est une chèvre, il sert à rien. Je dirais pas, je sais pas exactement quoi en penser de Geoffrey Delange, mais moi j'aimerais bien le voir rester parce que j'ai surtout peur qu'on ne puisse pas recruter mieux en fait. On fait partir Geoffrey Delange, ok, génial, mais on récupère qui en fait? On récupère qui? On parlait de Marcin Bulka, qui est un excellent, qui avait fait une ou deux excellentes saisons à Nice. Vraiment, c'était un très beau gardien. Je me souviens d'un match au Parc des Princes, il les avait écœurés. Vraiment un très très beau gardien, Marcin Bulka. Donc pourquoi pas? On parle d'un gardien remplaçant de la Juve. Personnellement, je le connais pas. Apparemment, il était un peu hypé, tout ça. Euh, En fait, Geoffrey Delange, vu la saison qui peut être instable qui se présente, il me donne un petit peu il me donne un plancher minimum. Je me dis, ok, Delange, je sais pas quel est son plafond, mais je sais quel est son plancher. Je me dis, bah, c'est un peu rassurant de se dire, ok, au moins ce mec-là, si le ballon lui arrive dessus, il n'a pas les mains savonneuses, il a l'air d'être assez calme, d'être assez calme dans ses interventions, il a l'air de pas être désastreux au pied. J'essaye de me remettre un peu tout le Geoffrey Delange dans la tête. J'ai l'impression aussi d'avoir une ou deux relances un peu merdiques. Euh, mais voilà, il y a un plancher. Et étant donné que là, l'OM est en mode sauver les meubles, et que même après, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui disent oui, mais après on va recruter, etc. Moi, j'ai peur de qui on va recruter. J'ai pas envie que l'OM recrute des joueurs qui servent à rien et qui vont ensuite plomber le club et pour lequel on va en faire partir d'autres. Je veux dire, si on ne fait pas de recrues, mais qu'on reste avec cet effectif, pour reprendre la question de comment fait OM Seb, moi, je pense qu'avec cet effectif-là, l'effectif que je vais vous mettre, que je vais vous faire défiler, donc avec Balerdi, Bamo Meïté aussi, Where are you, Bamo Naïef Aguerd, Nadi, Heuberg, Timber, Mopé, même en remplaçant, etc. Je pense qu'avec cette équipe, il y a de quoi faire top 4 Ligue 1 et en Europa League au moins se qualifier pour le tour d'après, et après c'est un petit peu en fonction du tirage, etc. Donc moi je vois cet effectif de l'OM, j'arrête pas de le répéter, mais vraiment pas mal. Mais j'ai peur. J'ai peur, notamment parce qu'on parle de rumeurs de départ de Amine Gouiri. On va venir à la fin. Mais bref, pour les gardiens, franchement, qu'on reste comme ça, à moins qu'il y ait une opportunité en or pas cher d'un gardien de très haut niveau qui ne va pas un petit peu déstabiliser le vestiaire. Geoffrey Delange, pourquoi pas lui donner sa chance et partir avec Van Neck, Vermo en remplaçant. Van Neck, on l'avait payé aussi un petit peu cher, il est au club depuis longtemps. Allez, un petit peu cher. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Je veux dire pour un mec qui joue très peu en équipe première. Passons à la suite. Alors, mais on va se dire qu'il faut quand même qu'il y ait 3 à 4 joueurs qui partent. Est-ce que si je fais ça, ouais, voilà, je vais faire ça comme ça on va mieux voir pour vous. Hop, et je vais décaler, ou alors je vais décaler mon écran comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Les défenseurs.
Egan Riley. S'il y a bonne offre, franchement, je pense qu'on est à peu près tous d'accord qu'on vend. Je pense qu'on a Egan Riley, on a un assez bon échantillon, même s'il n'a pas joué des tas de matchs, même si, encore une fois, dans le bordel émotionnel qui était l'OM de Roberto De Zerbi, on l'a vu un peu après, allez hop, tu disparais, on te met à la cave, tu n'existes plus. Mais 17 matchs à l'OM, pas mal en tant que remplaçant. Euh, une certaine lenteur, même une lenteur certaine plutôt, et peut-être des qualités au niveau du jeu au pied. Euh, Physiquement assez costaud, il a l'air d'être bien affûté. Quand on le voit là, il a l'air d'être plus affûté que la saison passée. Euh, S'il reste à l'OM en tant que remplaçant, Egan Riley, ça me gêne pas. Egan Riley, Cornelius, Ulysse Garcia, s'il reste à l'OM en tant que remplaçant, ça ne me gêne pas. Si l'un de ces trois-là doit partir pour sauver un Balerdi ou un Garde, plutôt. Est-ce que là, je m'entendais parler, je me dis, enfin, franchement, en fait, Balerdi à Guerd, moi, s'il y en a un des deux qui s'en va, ça ne me gêne pas. Je pense que même vu le salaire de ces deux joueurs, vu la situation émotionnelle dans laquelle est Balerdi à l'OM, chacun jugera du bien fondé. Moi, je pense qu'il y a un côté un petit peu trop sur les sifflets sur Balerdi. Je pense qu'il a certaines qualités, mais par contre, certains des défauts dont je comprends qu'ils peuvent saouler après énormément, énormément d'années. Je pense que Balerdi ou Aguerd, il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Donc voilà, je regarde un petit peu dans le chat ce que vous me dites sur Egan Riley surtout. Euh, LDV13, moi je rêve qu'Harit ne parte à 350 000 euros. On va y venir après sur les attaquants. Euh, mais Egan Riley, machin, machin. Euh, Egan, je me dis qu'on fait au MSEB, je pense s'il fait une série de matchs accompagné avec un cadre à côté, ça pourrait suffire en rotation. Il y a ce petit espoir, j'ai aussi ce petit espoir. C'est vrai que Egan Riley, je me dis, peut-être il est relativement jeune, il a quel âge? 23 ans, il me semble. Tu te dis, bon là, il a été... En fait, tu te dis, c'est peut-être quelqu'un, encore une fois, on revient sur cette histoire plancher-plafond. C'est un truc, c'est pas mal, je trouve, pour juger d'un joueur. Je l'avais entendu la première fois dans Vue du banc. Christophe Kuchli utilisait souvent ce truc de se dire ce joueur, tel plancher, tel plafond. Et apparemment, il a pris de la NBA, puisque maintenant que je regarde beaucoup de trucs sur la NBA, c'est souvent utilisé, et notamment pour faire monter le plafond de ton équipe. Mais le plancher du joueur Egan Riley, j'ai l'impression qu'on sait ce que c'est. On sait. Ouais, quoique non, en fait, on ne sait pas. Peut-être parce qu'on l'a vu un peu vraiment tomber bas sur certains matchs. Son plafond, on ne sait pas trop où c'est. En fait, Egan Riley, c'est un peu l'un des défenseurs sur lequel on a le plus d'incertitude. Parce que sur cette idée plancher-plafond, Derek Cornelius, on sait bien. On sait le plancher, on sait défenseur solide, qui fait des tacles, qui dégage si nécessaire. Plafond, on sait que ça monte pas beaucoup au-dessus de ça. On sait que quand même, il a fait des matchs internationaux, etc. Mais au Canada, que c'est pas, il peut pas, le plafond n'est pas très élevé, mais le plancher, on sait ce que ça nous donne, quoi. Du Derek Cornelius, on sait ce que ça nous donne. En remplaçant, je pense que c'est pas mal. Leonardo Balerdi, pareil, plancher, plafond. On sait que le plancher, bah, ça peut te coûter des buts, ça peut faire assez mal. Et le plafond, on sait que il y a toujours ce rêve que ça puisse être un grand international et qu'il a fait certaines saisons, notamment 2023-2024, où c'est un peu le leader de ton équipe, où c'est un joueur qui fait des bonnes choses. Après, la question par rapport à ça aussi, c'est est-ce que Balerdi, c'est un défenseur dans des équipes qui vont mal? Est-ce que c'est un très bon défenseur, je veux dire, dans des équipes qui vont mal? Est-ce que Balerdi, c'est pas aussi un défenseur qui peut être très bon, mais dans une équipe en fait qui est généralement très bonne et qui n'est pas
soumise à un tel niveau de pression émotionnelle que lorsqu'il fait une erreur, cette erreur, elle n'a pas des répercussions émotionnelles si puissantes que son nom est sur toutes les lèvres, pendant 3 semaines et que tout le monde ne parle que de lui. Il y a des équipes comme ça où, tu as des joueurs, ils font des erreurs. Je pense à Rennes, par exemple et ben, si le mec a été bon toute la saison, et ben, on va surtout retenir ça, les erreurs. Ah, ça va, les erreurs, tout le monde en fait, machin, tout ça. Je pense que je sais pas si en fait l'OM est un club pour Leonardo Balerdi. Ça a été son club pendant 6 ans. Donc peut-être que c'est l'heure. Mais si, petit sondage dans le chat, dites-moi, si vous deviez voir un joueur en particulier partir, Balerdi ou Aguerd. Aguerd, pareil. Aguerd, on connaît le plancher. Lui, son plancher, s'il est sur le terrain, Aguerd, franchement, très très bon défenseur, très solide. Le plafond, on l'a vu aussi réaliser des performances de très haut niveau, que ce soit à Rennes, que ce soit avec le Maroc, que ce soit avec l'OM, lorsqu'il n'était pas blessé. Donc, Aguerd, en l'état, c'est une valeur qui est beaucoup plus sûre que Balerdi. Balerdi, peut-être que son plafond est plus élevé, mais le plancher, on l'a touché trop de fois avec lui et son plancher, il coûte cher. Et puis, il y a le contexte du club qui fait que ça devient dur pour Balerdi. Mais Balerdi, il est là. Il n'est pas tout le temps blessé. Aguerd, énorme doute sur sa condition physique. On voit que ça fait capoter des transferts. On voit que ça va prendre quelques semaines, voire mois, pour qu'il soit de retour à un niveau décent et qu'il puisse enchaîner 90 minutes. Enfin, qu'il puisse faire 90 minutes. Enchaîner plusieurs fois 90 minutes, ça va peut-être prendre plus de temps. Quand une grosse blessure, il peut y avoir des rechutes. Donc, Aguerd, en fait, moi, Aguerd en santé ou Balerdi en santé, à l'heure actuelle, je prends Aguerd tous les jours. Mais en santé, voilà. Est-ce que Aguerd va être en bonne santé? Moi, j'ai des doutes là-dessus. Donc, je sais pas, vous pensez quoi? Je regarde un petit peu. Slim qui me dit Balerdi a les problèmes de beaucoup de défenseurs centraux, même dans les grands clubs, sauf qu'il est là depuis 6 ans, alors les gens n'en peuvent plus. C'est un petit peu ce que j'essayais de dire, mais tu l'as peut-être mieux dit, c'est-à-dire que tu as dit dans les grands clubs. En fait, l'OM, c'est un grand club sans les performances régulières d'un grand club. C'est-à-dire que si t'es... il n'a pas le niveau pour jouer au Barça, notre ami Balerdi, mais je veux dire, si t'es dans un club qui est régulièrement performant et que tes erreurs peuvent être effacées par les performances de tes partenaires, bon, ça va. Mais lui, il a pas ce truc, donc je suis plutôt d'accord avec ça. Brad Lux qui dit Balerdi est à la trappe mentalement, il est foutu. Mais on l'a vu aussi parfois quand il était à la trappe mentalement, vraiment à la trappe. Je suis pas sûr. Enfin, qu'il était vraiment à la cave mentalement. C'est les moments aussi où il est pas mal revenu. Yaboujine, par contre, je préfère prévenir ceux qui détestent Balerdi. Si on se retrouve avec Todibo derrière, vous allez le regretter. Todibo, c'est l'une des rares pistes où je me dis, dont on a entendu parler jusqu'ici, où je me dis, ah, Todibo, ça peut être pas mal. Mais vu le prix que ça doit coûter au niveau salarial, bon, s'il fait beaucoup d'erreurs. Mais Todibo, moi, m'avait fait une grosse impression à l'époque à Nice avec Saliba. Donc, bon. ConfOM qui dit, Aguerd, il est tellement frustrant, s'il est au top physiquement, c'est très fort, mais... ouais, donc bref, je sais pas qui garder. Moi, franchement, je me dis que vu les salaires de dingue qui ont été donnés par Mehdi Benassia, aka pas la médiocrité et l'exigence, enfin, franchement, je revenais parce que j'ai vu la dernière fois en regardant. Je fais souvent ça quand je regarde des matchs, je mets des lives ou des trucs comme ça. J'ai vu le live de Youss sur l'interview de Benassia et qui parlait des salaires, etc. Et j'étais d'accord avec pas mal du live, hein, je tiens à le dire vraiment. Je me disais, ouais, bah ouais, on dit plus ou moins la même chose, hein, on est d'accord. Et Aguerd, c'est vraiment ça, quoi. Mais mec, il dit, enfin, le salaire que tu as donné à Aguerd le lendemain du mercato, quoi.
tu as fait exploser la masse salariale. Enfin, le lendemain de la défaite à Lyon, là, tu as fait exploser la masse salariale en paniquant et après tu dis: «Ouais, je suis exigeant». Fatigue, fatigue. Bon bref, Balerdi ou Aguerd, pour moi, ça doit vraiment être parmi les gros salaires restants à l'OM, ça doit être les joueurs sur lesquels il faut travailler pour un transfert en priorité. Et vraiment, je suis pas de la team Balerdi, c'est une grosse chèvre, même si j'ai atteint aussi une limite où je me dis, ma Balerdi fera toujours ces trucs-là et ça peut coûter cher et des fois ça me fatigue un petit peu, mais il peut être très bon. Et Aguerd, je pense que c'est un excellent défenseur, mais j'ai beaucoup de doutes sur son physique. Il y a le cas de Bamo Meïté, parce que là je me disais, mais il est où Bamo? Parce que c'est vrai que Bamo Meïté, il a eu une blessure. Je pense, alors aussi, faisons les choses dans l'ordre. Weah, Emerson, pour moi, il faut pas que ça parte parce que ça t'offre vraiment encore une fois, plancher, plafond. Ça offre à ton équipe déjà un plancher minimal sur les ailes. Avec ces deux mecs-là, tu sais que tu as un truc, tu as un niveau, tu sais ce que c'est, tu sais tu sais où ça va, c'est solide. Pour moi, ces deux joueurs en priorité, il faut pas qu'ils partent. Egan Riley, donc je sais si en cas de bonne offre, pourquoi pas. Sinon, ok pour que tu restes avec Cornelius dans la rotation. Balerdi Aguerd, c'est des priorités à faire partir au niveau salarial. Et Bamo Meïté. Alors Bamo Meïté, c'est un truc. Hein. Et je sais pas où il en est de sa blessure. Et en fait, il était presque sorti de mon univers. Et je me dis, franchement, Bamo Meïté, n'est-ce pas? Est-ce que ça pourrait être la bonne surprise en fait? C'est un joueur encore assez jeune. C'est un joueur typique Longoria, etc. Je vous l'ai fait sur Isaac Touré. Le mec, il vient en remplacement d'Isaac Touré, qui était censé être déjà un joueur de projet. Bon, bah en fait, joueur de projet, allez hop, on te vend, tu t'en vas, on voit ce que ça donne. On prend un autre jeune, en fait, l'autre jeune, on le fait jamais jouer, on le prête à Montpellier, on le prête à Lorient. Bref, malgré tout, à Lorient, solide. Un défenseur solide de Ligue 1 qui a fait une bonne saison de Ligue 1 la saison passée, plutôt physique, plutôt rapide. Je sais pas ce que lui reprochait exactement De Zerbi. De Zerbi disait il ne comprend pas les, les consignes. Ok, Roberto. Moi, j'aimerais bien le voir. Il me semble que son salaire est pas énorme à Bamo Meïté. Donc, Bamo Meïté, j'aimerais bien le voir dans l'effectif. Mais où il en est, qu'est-ce qu'il est, enfin, est-ce qu'un jour Bamo Meïté va jouer à l'Olympique de Marseille? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà. Moi, Bamo Meïté, ça fait partie des joueurs. S'ils sont en bonne santé, tu restes avec Egan Riley, Cornelius, Bamo Meïté, Weah, Ulysse Garcia remplaçant, Emerson Palmieri, et tu fais venir un remplaçant, l'un des deux. Mais même comme ça, je me dis, bah, écoute, pourquoi pas? C'est vrai que là, en défense centrale, tu peux être un peu faible, à moins d'une excellente saison de Bamo Meïté qui se révèle vraiment à un niveau supérieur. Mais t'aurais Ulysse Garcia pour combler un peu les côtés. Bamo Meïté peut jouer aussi un petit peu à droite, il me semble. Egan Riley, Cornelius, et l'un des deux ou une recrue, plus Kondogbia, tu te dis, bon, pourquoi pas. En tout cas, il faut que l'un des deux joueurs, pour moi, Leonardo Balerdi ou Aguerd, faites votre choix, mais l'un des deux part, voire pourquoi pas les deux. Milieu de terrain, parce que j'ai fait très long sur la défense, putain. Nadi, qui a l'air d'être le chouchou de beaucoup de monde. On ne sait pas encore ce que ça va donner. J'avais vu une vidéo de Florent Tonuti au moment de sa signature. Il n'était pas certain que ce soit vraiment le bon profil pour l'OM de Zerbi. Est-ce que là, ça peut pas rendre de service? Ça a l'air d'avoir de l'activité, d'être solide sur ses jambes. C'est les bonnes cuisses qui doivent bien te faire mal quand il te met un tampon. Bref. Pourquoi pas le garder Nadi. Angel Gomez, je pense que Angel Gomez, Abdelli, je pense que dans tous les cas, on n'a pas trop d'autres choix que de les garder.
Kondogbia n'a pas trop d'autres choix parce que trop gros salaire, parce que énorme connerie de Pablo Longoria avant Benassia, d'ailleurs, à souligner, parce que je tape souvent sur Benassia, mais ça, c'est du 100% Longoria, Marcelino, etc. Mais le gars, en fait, il est intransférable. C'est le Kevin Strootman de l'OM, mais il peut rendre service, comme ce week-end où il a fait un très bon match. Donc, je pense que les 4 là, on est parti pour les avoir. D'ailleurs, Angel Gomez, Imad Abdelli, c'est mon petit moment, le petit moment où je vais vous faire mon petit truc. C'est parce que c'est assez marrant. Là, beaucoup de monde se plaint de ne pas avoir de recrues. Et quand j'entends parler d'Angel Gomez ou d'Imad Abdelli, mais on dirait des joueurs de national, quoi. On dirait vraiment des joueurs qui ont aucune référence en Ligue 1, qui sont nuls, mais nuls. Et je me dis, mais il y a 12 mois, en fait, avant qu'il fasse un passage n'importe quoi à l'OM, en fait, les gens, ils étaient excités par Angel Gomez et Imad Abdelli. On se disait, Angel Gomez, bon, il y avait eu un petit peu la fin lilloise qui était compliquée, mais on se disait quand même, ah, ça peut être un bon coup du mercato. Abdelli, avant qu'il signe à l'OM, tout le monde disait, oh, ramenez-nous Abdelli, super joueur. Il y avait des compiles de lui sur ses matchs, lors de ses matchs à Angers. On disait, ah, regardez, le Zidane d'Angers et tout, machin. Et là, en fait, l'OM, c'est un destructeur de carrière. C'est-à-dire que tu fais 3 mauvais matchs à l'OM, t'es détruit. Tout ce que t'as fait avant, ça n'existe plus. T'es un gros caca. Et j'ai l'impression qu'en plus, ça te poursuit. Après, tu retournes dans ton club ou quoi. Si c'était l'OM de Longoria, que t'as été acheté mais revendu 6 mois après, ou alors que t'étais venu à l'OM en prêt, que t'as fait un prêt de merde, que tu retournes après, ça te poursuit. C'est ah bah non, lui gros caca, grosse merde, ça fonctionne pas, c'est injouable. Et ça m'étonne, ça m'épate un petit peu. Ça m'épate un petit peu parce que je pense que si, en fait, Angel Gomez et Abdelli étaient arrivés en juin, là, tout le monde serait excité par Angel Gomez et Abdelli. On dirait, ah, bah, c'est pas mal, en fait. C'est des bons défenseurs, c'est des bons milieux, Angel, c'est des bonnes recrues, ça peut faire quelque chose. En fait, quand on connaît pas, à Marseille, on est surexcité, on est surexcité. Et quand on, et après, on prend pas le temps de connaître. En fait, quand on connaît pas, on est surexcité. Pour beaucoup de joueurs, on ne prend pas le temps de connaître et on part dans un excès où on détruit complètement la personne. Et, et ça peut. Et puis il y a certains joueurs qui arrivent à être bons immédiatement. Donc Abdelli et Gomez, il faut se souvenir que pour la Ligue 1, c'est du solide. En fait, c'est du solide. C'est pas des mauvais joueurs. Il faut trouver le problème. C'est toujours la même chose, c'est qu'il faut trouver comment les utiliser. C'est-à-dire qu'Angel Gomez, là, moi, je suis très curieux de voir comment il est utilisé. Qu'est-ce que c'est un vrai 10, là, Angel Gomez? Est-ce que c'est un 10 comme on peut l'entendre sur le truc, tu distribues le jeu, etc. Non, pas vraiment, un peu genre Payet, Villas-Boas, pas Villas-Boas, parce que Payet, Villas-Boas, il était à gauche, Payet, Sampaoli. Non, pas vraiment, c'est pas vraiment le mec qui a le ballon dans les pieds à longueur de temps. C'est plutôt quelqu'un qui est dans cette pocket, comme c'était dit dans Between the Post, qui est dans cette zone derrière la ligne d'attaque, et qui, grâce à sa qualité technique, peut être un connecteur entre les autres, mais c'est pas le gars à qui tu donnes le ballon, qui a le ballon dans les pieds, qui distribue et qui fait en sorte d'articuler tout ton jeu. Angel Gomez, c'est pas vraiment un 10 comme on l'entend traditionnellement, mais c'est plus un connecteur de jeu derrière la ligne d'attaque, j'ai envie de dire. Si, sinon, vous pouvez dire que c'est un 10 tout simplement. Et Abdelli, le problème, c'est que pour moi, c'est un petit peu un 10. Je vois Ayaboudjine qui dit à Abdelli, très très bon match vendredi. À noter que c'est la première fois en plus de 2 ans, puisque j'avais un problème avec ce projet de Zerbi, Benassia, que j'allais au stade que pour faire mon travail, etc. machin, et que je trouvais pas pertinent de poser des questions en conférence de presse. Là, j'ai posé une question à Bruno Genesio en conférence de presse.
Et je lui ai demandé justement sur, Abdelli et Gomez, ce qu'ils pensaient de leurs prestations. Est-ce que ça avait été un peu les moteurs du jeu? Est-ce qu'ils étaient revanchards et qu'ils jouaient là-dessus? Et il m'a un peu dit genre: «Non, mais moi je veux pas mettre en avant des performances individuelles», mais il m'a dit un petit truc intéressant. Il m'a dit: «Ce qui m'a intéressé chez Abdelli, c'est qu'il a récupéré des ballons, qu'on l'a vu tacler, on l'a vu être dans le combat physique et ça m'a intéressé». Donc écoute, pourquoi pas, moi j'ai envie de voir un petit peu tout ça. Après, bien sûr qu'il faut pas s'enflammer d'un côté comme d'un autre, mais il faut garder en tête ce truc qu'on a à Marseille. Abdelli et Gomez, ce ne sont pas des joueurs, c'est pas des joueurs qui viennent de Libourne-Saint-Seurin, même si, on a fait venir de très bons joueurs de Libourne-Saint-Seurin. Qui existe encore, qui est au-dessus des Girondins de Bordeaux aujourd'hui, peut-être. Dans tous les cas, c'est pas des joueurs qui viennent de National, c'est pas des joueurs qui viennent d'Aubagne, avec tout le mérite, avec tout le respect qu'il faut avoir pour ces joueurs-là. Mais je veux dire, c'est des joueurs qui ont déjà des références et qui ne sont pas des mauvais joueurs. Est-ce qu'ils vont réussir à l'OM pour autant? Non. Est-ce qu'Angel Gomez, ça peut durer en connecteur derrière la ligne d'attaque? On verra. Est-ce qu'Abdelli, dans un milieu à deux, vraiment ça fonctionne bien? Je sais pas. Est-ce qu'Abdelli, plutôt en 10, c'est plus ce qui va fonctionner? Bon, on verra. Mais dans tous les cas, faites attention à cette loupe déformante qu'est l'OM. Et ça me permet de placer un petit mot parce que j'ai vu qu'il y avait une rumeur O'Reilly à Lyon. Et là, tout le monde dit: «Ah, O'Reilly et tout». Mais quand est-ce qu'il a été désastreux, O'Reilly, à l'OM? Franchement, c'est quand qu'il a été nul à chier. En fait, par contre, il était titulaire, pendant, le mois où on a cru que l'OM allait être champion d'Europe. Il était titulaire contre le PSG, il me semble. Ah, attendez, je vais faire attention, je vais pas dire de bêtises, mais il est titulaire au Real, il est titulaire à, Matt O'Reilly. On va chercher ça. Voilà. Allez, hop, je vous partage l'écran. J'ai l'impression que Matt O'Reilly, c'est devenu une chèvre qu'à l'OM et c'était genre le pire joueur que c'est un sujet de plaisanterie, Matt O'Reilly, en fait. Je me dis: «Mais sérieusement?» Enfin, qu'il est plongé à un moment, oui, en fait, il y a un moment, il y a eu une bascule à l'Olympique de Marseille vers novembre-décembre où tout s'est hystérisé, où tout est devenu complètement fou, où on a commencé à se dire: «Putain, mais on gagne pas là! C'est qui est méchant? C'est qui est nul? Lui là, il sert à quoi?» Parce que Matt O'Reilly, on avait fait un live sur cette chaîne, parce que moi au début je comprenais pas, je me disais: «Mais pourquoi ce mec-là il est titulaire? Pourquoi il est titulaire, voilà, contre le PSG, contre Strasbourg, en Ligue des Champions, contre le Real?» Je me disais: «Qu'est-ce qu'il fait en fait?» Et en regardant attentivement les matchs, vous vous souvenez, c'était ici, je vous avais dit: «Bah, ah oui, d'accord, en fait, contre l'Ajax aussi», je me souviens contre l'Ajax, en fait, le gars était tout le temps proche du ballon. Il était jamais très loin du ballon, il avait une qualité technique qui était pas dégueulasse et donc ça avait été une pièce essentielle du meilleur OM de De Zerbi. En fait, c'est sans doute cet OM, du mois de septembre-octobre là, cet OM automnal. Et puis après, à un moment, on ne sait pas pourquoi, il a commencé à sortir de l'équipe et tout le monde a dit: «Mais en fait, il est nul, il est désastreux, c'est quoi ce joueur?» Et tu te dis: «Mais pourquoi?» En fait, vraiment, moi, j'ai dû faire un effort à Metz aussi, je me souviens, bon, Metz c'était pas très fort la saison passée, mais à Metz, je me souviens, il fait un excellent match aussi. Il est excellent. Tu te dis: «Mais ça n'a pas été désastreux» et en fait, à un moment, il a été, désigné comme chèvre ultime et alors oui, quand il rentre à Brighton, j'ai l'impression qu'il poursuit avec ce truc et on se dit: «Bon, ça sert plus à rien». Vous vous rendez compte à quel point on l'a massacré le pauvre Matt O'Reilly? C'est, c'est incroyable, c'est incroyable. Conf OM dans le chat qui dit: «O'Reilly, Vermeuren, Gomez, ils ont pratiquement tous mal vécu la rotation de Roberto De Zerbi». Mais Roberto De Zerbi, il a cramé des joueurs, il s'en tapait mais royal quoi. Lui, le mec qui était genre: «Ouais, moi les joueurs, je me bats, mon cœur, mon fils, mon machin, les grosses couilles et tout, ouais, on est là». Et puis les joueurs, putain mais waouh! En fait, avec le recul, tu dis: «Waouh!» parce que Vermeuren, putain, waouh, Vermeuren, ça a été dur ce qui lui a été fait à l'OM.
O'Reilly, ça a été dur ce qu'il a été fait à l'OM. Gomez, ça a été dur ce qu'il a été fait ce qui a été fait à l'OM, ce qui lui a été fait à l'OM. Franchement, waouh, c'est chaud, c'est chaud. Ah tiens, Lipobino qui rappelle, qui me rappelle peut-être. Les gens disent que c'est un tocard O'Reilly à cause de son penalty raté en Trophée des Champions. J'avais oublié ce truc-là. Mais en plus, il est pas titulaire en Trophée des Champions. Il rentre et mais ouais, en fait, c'est vraiment la gestion humaine. Voilà, il joue 1 minute O'Reilly en Trophée des Champions. Et il rentre pour le tir au but, ce qui est toujours une très bonne idée. Et on sait bien que des grands joueurs n'ont jamais raté de tir au but. Ça n'arrive pas, ça. Puis c'est pas. Attends, parce que Murillo, bon, Murillo, on n'en parle pas parce que Murillo, c'était l'un des joueurs que je préférais dans cette équipe et qui a été complètement cramé. Il y a Boudjine qui dit puis c'est pas de Séglier, mais il a jamais été plus de 6 sur 10 et il a enchaîné les 3 sur 10. Donc je comprends qu'on n'en ait pas un bon souvenir. Ben, moi, tu vois, je pense qu'il a souvent. Qu'il y a eu. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est un joueur, en revoyant les matchs, tu dis ah, en fait, je lui mettrais peut-être 7, 7,5 sur des matchs comme l'Ajax, donc Metz. Il y a pas mal de matchs où il a vraiment été bon. Et attendez, je vais revoir un petit peu sa fiche là. Ouais, il y a pas mal de matchs où il a plutôt été bon contre le PSG à domicile, contre Metz, donc j'ai dit contre Angers, contre le Real aussi, il me semble qu'il n'avait pas été désastreux. Donc il y a pas mal de matchs où je lui aurais mis plus que 6, mais après c'est vrai qu'il a un peu plongé. À Metz, il met un but et il fait une passe décisive, je crois, de mémoire. Mais puis d'un point de vue plus personnel, le joueur est dégueu à avoir joué aussi. Bah, ouais, je sais pas trop. Matt O'Reilly a eu le tort d'avoir été le fils de Roberto De Zerbi 15 jours. C'est vrai, 15 jours. C'est vrai que c'est dur ça quand t'es le fils de Roberto De Zerbi, te le fait payer. Ouais, mais ouais, clairement, en fait, je comprends pas. En fait, non, je comprends quand je lis Yaboudjine, je comprends qu'en fait le joueur, on puisse se dire, bah c'est un peu yaourt nature, c'est pas génial, il m'a pas laissé un super souvenir. Ça, je le comprends. Vraiment, moi, dans un premier temps, je me suis dit, mais pourquoi ce mec-là est titulaire? Pourquoi il est devenu si important dans l'équipe de De Zerbi? Pour un mois, hein, parce qu'après, hop, il casse tout, il reconstruit tout, redonne-moi 5 joueurs, là, je reconstruis. Vraiment la stabilité, bon projet à 3 ans. Mais c'est pas le désastre annoncé. Donc Ami Lyonnais, c'est le genre de mec, je pense, qui pourrait ne pas être mauvais si vous l'avez pas trop cher. Genre dans un milieu avec Paulo Fonseca, un truc tactiquement très 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 cadré. C'est un joueur dont les qualités principales sont l'endurance, être toujours près du ballon, faire des choses simples et simplifier un petit peu le jeu. Pour peu que votre jeu soit simple, parce que une fois que le jeu devient n'importe quoi, c'est vrai qu'il plonge un petit peu. Et je sais que notre jeu est devenu n'importe quoi la saison passée. Bref, donc on passe un peu à un gros morceau de qui doit rester, qui doit partir au milieu de terrain. Donc on a dit cette ligne-là, je pense que ça reste. Et là, donc déjà, on a Aminarit. On en vient à Aminarit après. Højbjerg, Timber, ça va peut-être en choquer certains, mais je préférerais voir partir Timber. Je pense que c'est pas l'opinion la plus partagée, mais entre Højbjerg et Timber, quel est votre avis à vous? Pendant que je vous explique un petit peu pourquoi je pense que Højbjerg et Timber, je fais le choix Højbjerg. Encore une fois, plancher-plafond. Højbjerg, il est souvent en plancher. On connaît son plafond. Les deux sont limite un peu resserrés. Il n'y a pas beaucoup de hauteur de plafond chez Pierre-Emile Højbjerg. Mais son plancher, il est à minima solide. Encore une fois, lui aussi, à un moment, je pense qu'il a plongé parce qu'il était très impliqué émotionnellement dans ce projet,
que c'est devenu n'importe quoi, qu'il commence un projet avec Rabiot à côté de lui, et puis Rabiot qui lui faisait beaucoup de bien parce que lui permettait d'avoir beaucoup de liberté tactique aussi à Hülberg. Puis après, on lui met O'Reilly, Gomez, je sais pas, moi, le jardinier, tout le monde y passait à ses côtés. Crise de nerfs, je pars pas, je repars à nouveau. Non mais un préavis, truc, énorme bordel. Donc il a plongé. Mais Højbjerg, il a un plancher. On sait là où c'est. Il a un plancher aussi au niveau de l'état d'esprit. Encore une fois, cette saison de l'OM, elle va être difficile au niveau stabilité émotionnelle. Pierre-Emile Højbjerg, en fait, j'ai l'impression, à tort ou à raison dans tous les cas, il est écouté par le vestiaire. Le vestiaire sait qu'il est là depuis longtemps, le respecte par rapport à ses états de service, Bayern, Tottenham, etc. L'exigence des grands clubs. À la Juve, au Bayern, c'est pas la même chose. Bon, il n'est pas passé à la Juve. Je pense qu'il aimerait peut-être bien y aller d'ailleurs à la Juve, Pierre-Emile. Mais il n'a pas super envie de partir. Certes, il a un énorme salaire. C'est le truc le plus difficile. Mais j'ai l'impression un peu qu'Højbjerg, c'est un peu genre le truc, tu le mets au milieu de terrain et puis tu construis autour de lui. Et qu'en fait, avec un Højbjerg, si tu as Højbjerg Timber, super complémentaire, etc., ça va permettre de compenser certaines lacunes qu'a Højbjerg aussi grâce au volume de jeu de Timber. Mais Højbjerg, en fait, c'est plancher-plafond aussi pour ton équipe. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça te donne certaines sécurités, ça te donne un peu un pilier. Bon, ben, ok, là-dessus, on peut commencer à construire une équipe. Ça va peut-être pas, ça mène pas peut-être très haut, mais en tout cas, tu commences à construire une équipe grâce à ça, ce truc plancher-plafond. Timber, j'ai du mal à voir autant le plancher que le plafond, autant en positif qu'en négatif. C'est-à-dire que le plafond, en fait, il y a des moments, Timber l'année dernière, tu t'es dit, waouh, ça peut être un sacré joueur, ce mec-là. Ce mec-là, ça peut être un très très bon joueur. Et dans un autre contexte où tu as un ou deux autres piliers au milieu de terrain, par exemple un contexte où un joueur qui est venu de l'Atlético Madrid et qui touche 400 000 € par mois n'est pas un remplaçant qui joue 10 matchs par saison, j'aurais dit on garde Timber. J'aurais dit on garde Timber parce que Timber, ça peut aller plus haut, il faut voir là où ça peut aller. Mais là, tu as besoin de certitude. Donc en fait, Højbjerg, il va t'offrir des certitudes. Je sais qu'il énerve beaucoup de monde parce qu'on sait qu'il va pas aller plus haut. Ça y est, là, le plafond, on l'a vu avec lui. Mais il y a le plancher. Et le plancher, en fait, Timber, on ne sait pas où ça va. Il y a aussi des trucs l'année dernière où on a vu, déjà on l'a vu sur une très courte période de temps, période de temps où ça n'allait pas super bien. On l'a aussi vu des fois lâcher le ballon peut-être un peu tard. On l'a vu avoir une énorme activité. Donc, je sais pas, j'ai peur que si ça fonctionne mal, l'année prochaine, Timber, on se dit ah merde, mais ça coûte super cher, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il nous coûte super cher parce qu'il a un gros salaire, mais plus personne veut l'acheter, on fait quoi avec, machin? J'ai un petit peu peur de ça. Donc, en fait, au nom de la flip, je dirais, s'il y a un monde dans lequel, en fait, tu fais partir Haggard et Timber, pourquoi pas? Donc, je sais que pour moi, c'est vraiment important. Højbjerg, c'est vraiment ce truc Højbjerg-Timber, ça peut être l'un des nœuds les plus importants au niveau des départs. Donc, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Yaboujine, je pense qu'on sortira Timber. Je choisis Timber juste pour le salaire. Slim qui me dit Højbjerg, avec tu joueras la première partie de tableau. Sans lui, tu joueras peut-être la deuxième partie. Ouais, à voir là où si Timber devient le joueur que beaucoup d'entre nous pensent qu'il peut devenir, peut-être pas. Mais voilà, Lupobino, Timber, plus grosse valeur marchande. C'est vrai aussi que j'en ai pas parlé. Højbjerg peut devenir le leader de vestiaire sous Genesio. On est d'accord. Conf OM. je lis juste le début du commentaire. C'est un doux rêve. Par contre, Kondogbia, s'il y a la possibilité de trouver une porte de sortie, son salaire économisé ferait du bien, surtout qu'on n'est pas sûr de sa condition physique sur la durée. Oui, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Voilà, il va aller au bout de son contrat. Il sait qu'il va pas aller en gratter un autre comme ça de contrat.
On est Kondogbia, on va au bout de son contrat avec, c'est comme ça. Timber, c'est fort, mais son envie d'ailleurs ne me donne pas confiance dans son implication, malgré que je veux le garder. Il y a ça aussi, comme poème. C'est vrai que Timber, je sais pas si tu vois, à un moment, ça commence à tanguer, ça commence à aller un petit peu mal, le level siffle, machin. Si Timber, il se dit pas, allez, vas-y, c'est bon, ils m'ont saoulé au mercato hivernal, on verra là où je peux aller. Alors que Højbjerg, tu peux lui reprocher plein de trucs, hein. Franchement, je comprends tous les trucs qui lui sont reprochés. Mais Højbjerg, tu te dis, ouais, bah, il sera là, quoi. Il sera là, il va mettre des tacles, il va faire des passes à 6 mètres, et il va faire la circulation, tout ça, il va le faire. Et il va être écouté, il va pousser, il va apporter des choses positives, il va s'embrouiller avec des jeunes partenaires pour les remuer un petit peu. De temps en temps, il marque un but, de temps en temps, il fait un très gros match au milieu de terrain. Voilà, encore une fois, plancher plafond. Je pense qu'en fait, vraiment, ce truc, je pense qu'Højbjerg, il te met un plancher tout de suite agréable. Et il a envie de rester. Donc voilà. Je suis un peu surpris, hein. Ça va sans doute venir dans les commentaires YouTube, mais je pensais qu'il y aurait plus de monde qui aurait envie de voir Højbjerg partir, mais c'est plutôt là dans le chat, quand je vous lis, plutôt positif. On passe au cas Harit. Alors Harit, je sais plus qui en parlait plus tôt dans le chat, mais Harit, gros salaire. Hop, je fais attention à ce que je fais parce que des fois je fais des bêtises. Harit, ça va jusqu'où en contrat? Minarit, 30 juin 2027. Donc c'est sa dernière année de contrat. Il revient de près. Il a un très gros salaire de tête, 350 000, 400 000. Là encore, moi qui tape beaucoup sur, je vais mettre le top 10 salaire OM quelque part. Moi qui tape beaucoup sur Benassia, ça c'est du comment ça s'appelle? C'est du Longoria pur jus. Là, il n'y a pas le salaire. Hop, on va mettre ça, les plus gros salaires. OM 2026, top 10 salaire 2025. Mais même ça, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'il va y avoir un lien vers ça. Même Harit, vous vous souvenez, les tout débuts de De Zerbi, Harit, en fait, il débute, il est titulaire. Et puis au bout d'un moment, en fait, il fait cette erreur contre le PSG. D'ailleurs, erreur, pas erreur, il prend ce carton rouge très sévère contre le PSG. Qu'est-ce que fait notre ami De Zerbi? Eh ben, tu n'existeras plus jamais sur la planète Terre. Tu es plus personne, ça y est, il l'a complètement cramé. Il se dit, allez, c'est bon, j'en veux plus, il n'existe pas. Putain, j'arrive pas à retrouver le salaire d'Harit. Parce qu'en plus, là aussi, il était. Ouais, bon, là, j'ai ça. Mais ça doit être du. J'arrive pas à retrouver le truc. Là, j'ai 275 000 euros. Donc, est-ce que c'est du brut? C'est du net? Ouais, non, tu as 500 000. Bon, quand même, il a un petit salaire pas dégueu. Il semblait que c'était plus Harit. Donc, là, j'ai retrouvé ça sur West France avec Made in Foot. C'est le truc de l'équipe. Hop, et ça, c'est le top 10 des salaires l'année dernière de l'équipe, en sachant qu'ici, on a donc plus de Greenwood, plus d'Aubameyang, plus de Pavard, et il en faudrait, je pense, 3-4 qui sortent de là. Voilà, moi, je me disais, tiens, Aguerd, il est pas là-dedans. Aubameyang, Pavard, Balerdi, Pachao, Medina. Ah, plus de Medina aussi non plus, c'est vrai. Mais Timber, il a quand même un bon petit salaire, tu vois? Moi, je me dis que ah si, Aguerd, il est numéro 4, bien sûr, bien sûr. Je commence à être fatigué. Mais voilà, Harit, en fait, la question qui se pose avec lui, c'est si tu le fais partir,
est-ce que tu peux avoir mieux est-ce que tu peux avoir mieux avec les moyens que tu vas avoir, en sachant que tu n'auras pas les moyens de proposer un salaire comme celui qu'a Amin Harit et en sachant qu'Amin Harit a déjà fait des bonnes saisons, a déjà eu des bons passages à l'Olympique de Marseille et qu'il a envie de rester. Moi, étant donné que nous sommes dans une période aussi, voilà, encore une fois, plancher-plafond, je me dis, ok, Harit, on sait, il a du mal à lâcher son ballon. Des fois, statistiquement, c'est pas toujours génial, mais il a une certaine vitesse, il a une certaine vivacité dans les dribbles. Harit, plancher-plafond, je pense que, tu vois, tu as Højbjerg, tu as Harit, tu as un certain plancher dans l'équipe. Donc, moi, je suis pas contre le garder. Mais je sais que beaucoup de monde, comme Lupobino dans le chat, veut le voir partir. Il nous dit: «Harit, je veux le voir partir car à tout moment, il va partir dans des ish inutiles, on va être frustré». Ouais, mais c'est ish aussi. Il y a des moments, ils ont apporté ils ont apporté quelque chose, hein. Sous Tudor, c'est pas mal. Au début de De Zerbi, c'est pas mal. Dans la saison, toute pourrie là, Marcelino, Gattuso et cetera, on va pas dire que c'est bien, mais il est là, il essaye de faire ce qu'il peut faire. Donc, Harit, je sais pas, je sais pas. Moi, je me dis, pour l'instant, c'est peut-être ce qu'on peut avoir de mieux à droite. Donc, Harit, je suis pas contre le voir partir. Mais tiens, reprenons un peu ce top 12 là. Je pense que dans ce top 12, il en faudrait 6 qui partent. Imaginons Greenwood, Haggard, Aubameyang, Pavard, non, Medina, Timber, Traoré, Rouli. Tu as déjà bien désengorgé le top 12, quoi. Donc tu serais déjà pas mal. En fait, si tu ne fais sortir que Haggard et Timber, ça peut être déjà pas mal. Apparemment, il y a besoin de plus. Mais voilà. Bon, moi je le garderai, Harit. Et en attaque, il y a un Gouiri, il faut pas qu'il parte. C'est entre moi, si j'avais trois trucs, c'est que je veux qu'Aguerd ou Balerdi, l'un des deux parte. Entre Højbjerg et Timber, je fais partir Timber et je ne veux pas voir partir Gouiri. S'il y a trois trucs pour cette fin de mercato, trois souhaits que j'ai pour cette fin de mercato, c'est ça. C'est ne pas faire partir Gouiri. Entre Højbjerg et Timber, si on a le choix, il faut faire partir Timber. Et entre Balerdi et Aguerd, il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Voilà, moi ce serait ça mes trois souhaits. Mais Gouiri, en fait, il est un peu sous-estimé, je pense. Et un buteur, quelqu'un qui marque des buts fréquemment à ce niveau, qui est intégré à l'Olympique de Marseille, qui connaît le coach, qui a 26 ans, dans la force de l'âge. Certes, c'est pas Karim Benzema, comme certains faisaient cette comparaison au début de sa carrière, mais c'est quelqu'un d'assez, j'allais dire régulier. Non, justement, non. C'est quelqu'un qui, jusque-là, n'a pas été régulier. Mais depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, il a une certaine régularité. Sa première demi-saison, elle est bonne. Sa deuxième saison, elle est bonne, même si elle est entachée d'une blessure. Et là, il est encore à un bon niveau. J'ai l'impression qu'il a aussi, il est aussi arrivé à son niveau plancher où on sait ce qu'il t'apporte à minima. C'est-à-dire que j'espère ne pas me tromper, mais j'espère que ces sautes de régularité qu'il pouvait avoir par le passé à Rennes ou à Nice, j'espère que c'est dans le j'ai l'impression que c'est dans le passé. Donc si ça c'est dans le passé, pareil, il élève le plancher de ton équipe. T'as Højbjerg, Harit, Gouiri, t'as des joueurs de Ligue 1 très solides. T'as des joueurs de Ligue 1 très solides qui t'offrent déjà une colonne vertébrale où tu peux marquer pas mal de buts, où tu peux en concéder un petit peu moins, où tu peux comprendre un minima le jeu de la Ligue 1. Tu as cette expérience. Franchement, Amine Gouiri, je me dis, s'il part, on va le remplacer par qui? Je vois mal obtenir. Je vois le plancher de l'attaque vraiment chuter. Et l'autre joueur
que je veux pas voir partir, c'est Pechao, bien sûr, comme tout le monde, il y a pas de surprise. Mais presque encore pire, entre Pachao et Gouiri, si je devais en choisir un à tout prix à ne pas voir partir, c'est Gouiri. Parce que c'est très dur de marquer des buts. Et j'adore Pechao et je ne veux surtout pas qu'il parte de l'OM. Vraiment. Mais oui, Gouiri, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, j'ai bien compris qu'il faut bien baisser la masse salariale, il faut bien baisser le train de vie de l'Olympique de Marseille, mais tu fais partir Gouiri, tu mets en danger toute l'équipe, toute l'équipe. Et bien sûr, je vous partagez pas le truc. Je vous partageais pas mon écran, désolé. Mais entre Pechao et Gouiri, déjà Pechao c'est très dangereux. Tu fais partir Pechao, tu mets en danger toute l'équipe. Mais tu fais partir Gouiri, qui vient à l'Olympique de Marseille pour être aussi performant que lui? À l'OM, il en est 43 matchs, 23 buts, 8 passes décisives. Il marque un but plus d'un match sur deux et il est décisif 31 matchs sur 43. Qui fait mieux que ça? Qui tu peux avoir en ayant très peu de moyens, qui va faire mieux que ça? Franchement, j'espère qu'il va y avoir. En fait, là, c'est un minimum d'ambition. J'ai bien compris le côté financier et tout, mais même ma courte, t'imagines à quel point tu vas mettre dans la merde Genesio, quel point tu mets dans la merde l'équipe si tu fais partir l'un de ces deux joueurs, et j'insiste encore plus, Gouiri. En fait, ce serait tellement contre-productif parce que t'en gardes 2-3 des gros salaires. T'en gardes 2-3 des gros salaires. Parce que même tout à l'heure, je vous parlais de tout ça, mais je vous montrais même pas. Mais euh, putain, t'en gardes 2-3 des gros salaires là-dedans. Ça te permet d'avoir un top 5. Attendez, mais Gouiri, il est même pas dans le top 12 des salaires. Højbjerg, Kondogbia, Greenwood, Lagarde, Aubameyang, Pavard, Balerdi, Pechao, Medina, Timber, Traoré, Rouli. Franchement, fais-le pas partir. Franchement, pareil, Timber, Gouiri, moi je fais partir Timber tous les jours. Mais je suis vraiment surpris que Gouiri a 270 000. Et pareil, enfin, Gouiri, on n'y touche pas. Voilà. Pour moi, c'est clair. Gouiri ne doit pas partir. C'est la priorité de cette fin de mercato. À ce prix-là, même si on vous donne, en plus, à la limite, on vous donne 75 millions d'euros. Je me dis, ah, ok, donne 50 millions d'euros. Je me dis, oh, fais chier. Mais franchement, j'abuse un peu, hein, mais pour 25-30 millions, non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Tu fais partir plein d'autres personnes, mais Gouiri, Pachao, il ne faut pas qu'ils partent. Franchement, les joueurs qui. Gouiri, Højbjerg t'offre un minimum au milieu de terrain, et Pachao t'offre aussi une animation à moindre sous, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu lui mets un ballon sur le côté, il va faire la misère à son latéral. Bon, donc si on ne veut pas faire partir ces deux joueurs-là, il faut faire partir d'autres joueurs. Mumbagna, quelle est sa cote? Qui en veut? Mopé, joueur qu'on a bien aussi, on a bien détruit et qui touche un bon petit salaire, il me semble, Neil Mopé, non? Ah non, il n'était pas dans le top 10 en 2025, donc ça va à peu près. Bon, en tout cas, Neil Mopé, bon, moi je pense que c'est un bon avant-centre remplaçant pour la Ligue 1. C'est un peu dur, là, ça prépare, là, c'est dur à voir, etc. Il faut voir un petit peu tout ce qu'il fait. Mais il faut se souvenir que Neil Mopé, à l'Olympique de Marseille, il fait un bon passage. Il n'est pas la première saison sous De Zerbi, c'est pas mal. Il a de l'expérience. Il t'offre un minima. Pour moi, il t'offre aussi un minima en tant que remplaçant. Donc tu gardes Neil Mopé. Après, si Neil Mopé s'en va, je vais pas pleurer, je vais pas en pleurer. Et que c'est 4 buts, 4 passes décisives, mais il t'offrait un peu ces trucs, ces petites poussettes dans le dos, ces petits machins. Le moment où l'OM passe un bon moment,
surtout le moment où Wai est nul, en fait, où Wai a une baisse de niveau, il n'y arrive pas à l'Olympique de Marseille, tu as pu te reposer sur lui. Et je me dis qu'avoir ça sur le banc à l'OM, si Gouiri, voilà, il est moins bon, et ben Tanil Mopé, qui a prouvé qu'il pouvait tenir ce rôle de remplaçant, qui va se donner, qui va tout faire, qui va essayer. Euh, Moi, je ne serais pas contre que Neil Mopé reste. Petchao aussi. Messi doit partir, voilà. Mumbagna, en fait, le problème, c'est que je sais pas ce que tu peux en faire, en fait, de Mumbagna. Je sais pas s'il est bon, s'il est mauvais. C'est quelqu'un pour lequel j'ai de la sympathie, que j'aimerais bien voir jouer au football, mais je ne sais pas. Et les deux jeunes, écoutez, on en a parlé en début. euh, Franchement, rien ne me rendrait plus heureux que de les voir réussir à l'Olympique de Marseille. Enfin, s'il y a deux, trois trucs dans la vie qui me rendraient plus heureux, mais je serais super heureux. Je pense que c'est super bien d'avoir ces remplaçants. Si tu as une équipe, Madi, Abdallah, Petchao, Harit sur les côtés, Gouiri, Mopé dans l'axe, que au milieu de terrain, tu as Gomez, Abdelli, Højbjerg, Nadi, Kondogbia qui va bien rentrer là-dedans, et puis Abdelli, machin, ils peuvent rendre service, c'est pas mal. En défense, les gardiens, on bouge pas. Défenseur central, Egan Riley, Cornelius, Meite, euh, c'est tout. Et peut-être l'un de ces deux-là ou une recrue. Et sur les côtés, Wea, Garcia, Palmieri. Je pense que pour la Ligue 1 et pour la Ligue Europa, il y a quelque chose à faire. Donc voilà. Bon, je vais faire un dernier tour dans le chat. Je pensais que ça allait être court, 1h47. Bien joué, Mourad. Euh, tout, 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 tout. Qu'est-ce que. Mopé, c'est Genoa compatible, disent Limsero. Franchement, c'est une bonne gueule de Genoa compatible. euh, Conf au Seb, il est vraiment pas pour Mopé. Mopé, merci, au revoir. C'est 250-275 000 par mois. Mopé a pratiquement pareil Karit, que Gouiri en salaire, c'est une diablerie. Oui, c'est les diableries Mehdi Benassia, exigence, médiocrité, ça, parce que là, c'était en plein Benassia, Longoria. Les deux. Mopé, on a fait croire à RDZ que son fils est devenu Harry Kane, on lui fait une fleur et de lui laisser pour 5 millions. Ouais, bah après, écoute, s'il le veut, Roberto. Timber 18 plus 5, Balerdi 12 plus 5, Mopé prêt d'option d'achat 2 millions, Paris prêt d'option d'achat 2 millions, Cornelius 2 millions, Angel Gomez 10 millions. Ciel 13 blanc 92 qui nous dit ça. Bon, c'est les mercatos qu'on aime bien faire sur les cahiers d'école, tout ça, mais dans la réalité, tout le monde sait qu'on est à Payol, qu'on a besoin d'argent comme jamais, que personne va nous donner ces montants-là. Bon, peut-être Balerdi, mais pour les autres, je pense que personne ne va nous mettre ces prix-là. Gros Nono qui me demande pourquoi ne veux-tu pas garder Timber. Bah, rembobine après quand je mettrai le replay. J'ai fait une longue tirade là-dessus. C'est pas vraiment que je veux pas le garder, mais si je dois garder lui ou Højbjerg, je garde lui. En vrai, quand tu vois Medina 23 plus 2, Medina, je pense qu'on a bénéficié de l'étiquette Coupe du Monde. Et il a été titulaire pas mal de fois pendant les matchs de l'Argentine. Donc pourquoi pas. Attendez, mais les gars, parlez d'options d'achat. Il a encore combien d'années, Neil Mopé, j'ai peur. L'âge 2028. Ah ouais, il a encore 2 ans. Ouais. Ah, écoutez, c'est l'OM, c'est l'OM. Non, t'as pas à t'excuser, gros, d'avoir loupé ce passage, mais je vais le mettre en replay parce que j'en ai déjà parlé pendant longtemps. Hop, on remonte un petit peu. Kondogbia, ça j'ai lu. Harit, je veux le voir partir. J'avais lu aussi. Perso, je préfère garder Harit plutôt que Mopé. Ils ont le même salaire ou pas loin. C'est vrai aussi que vu comme ça, en fait, ouais, je pense que si tu as Gouiri, Mopé, t'es pas mal. Si
Mopé s'en va et que tu fais venir, je sais pas, je sais même pas si c'est très basé ces trucs-là, mais j'ai vu genre, oui, peut-être l'OM à Ajorc, machin. Si tu fais venir à Ajorc pour pas cher, qui est un joueur que j'ai toujours bien aimé, mais qui commence à faire son âge, mais voilà, tu lui donnes une chance, tu lui dis, bon, écoute, tu seras remplaçant à 100 000 euros, machin, le salaire, tu fais baisser la masse salariale, tu fais baisser pas mal de choses, tu donnes une idée, tu donnes une chance d'avoir une belle histoire à suivre, pourquoi pas. Par contre, ouais, moi j'aurais bien aimé voir Ajorc à l'OM en remplaçant il y a 3 ans. Là, je pense qu'il est un peu fatigué. Enfin, qu'il commence à faire un petit peu son âge. Quoique fatigué, c'est faux, parce qu'il a encore été titulaire dans la majeure partie des cas, il n'est pas trop blessé. Mais, euh, mais ouais, s'il faut faire partir, tu vois, si tu me dis qui tu fais partir entre Harit, Gouiri, Mopé et Pechao, alors Mopé, il est tout en haut de la liste, ensuite t'as Harit, ensuite t'as Pechao, et ensuite t'as Gouiri que je ne veux absolument pas voir partir. Donc ça va me faire très peur. Je vous avoue que la fin de Mercato, en fait, ça va me faire peur, parce que là, je suis plutôt optimiste, j'ai envie de voir l'Olympique de Marseille de Bruno Genesio avec ses joueurs un petit peu revanchards, ces joueurs qu'on dit ah mais c'est quoi Angel Gomez, Abdelli, ils sont nuls à chier. Moi j'ai envie justement de les voir et qu'ils soient bons. Mais par contre, si tu commences à faire partir ces mecs-là, ça fait un petit peu peur. Et parmi les jeunes, tu aimerais voir qui, Mourad, même ceux qu'on n'a pas encore lancés? Bah, Koum, il m'a fait forte impression. Je me souviens plus de son nom. Je sais même plus s'il est encore au club. Le capitaine de l'équipe de Gambardella, c'était pas mal. Il y en a pas mal qui sont partis en fait, donc je vais pas me lancer dans des trucs que je les connais pas super bien. Et puis bah là, limite les deux que je connais le mieux, c'est Abdallah et Madi. Ils sont dans le groupe. Donc voilà. Et puis oui, il y a Bezaaf aussi qu'on a vu pendant la prépa. Euh, Franchement, je vais pas m'inventer des compétences que je n'ai pas. Mais, euh, mais Laborde ou Ajorc à la place de Mopé. Laborde, il est où déjà? Parce que Laborde, je suis pas sûr qu'il coûte en salaire. Je me dis, il y a peut-être un petit salaire sympa. Je vois plus de potentiel à Madi que Abdallah. C'est pas le même poste aussi. La Gambardella, ouais, il y a très peu de restants. Finalement, on n'a pas fait. Encore que, bon, finalement, il y a eu Bakola. Si là, t'arrives à faire Abdallah qui devient un vrai bon joueur, que tu auras quelque chose. Et tu penses qu'on va faire sortir qui? Je pense, c'est ça qui fait peur, c'est Ciel 13 blanc qui me demande. En fait, je pense que là, l'OM, comme ça a été dit partout, l'OM est à l'écoute de toutes les offres. Donc c'est ça qui fait très très peur. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va décider de qui va partir. Je pense que ce qui va décider de qui va partir, c'est il y a une offre, il n'y a pas une offre. Et que s'il n'y a pas d'offre pour Mopé, mais qu'il y a une offre pour Gouiri, on va dire ah, ben on le fait partir. Ça me fait très très peur. Ça, la grosse dernière semaine là qui reste, ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Voilà, Gaëtan Laborde qui est en Arabie Saoudite, oui, et puis Gaëtan Laborde qui n'a jamais caché qu'il aimait bien la vie. Donc à Marseille. Bon, il a pris un peu d'âge, je sais pas. Voilà, hein, va falloir faire attention, même si ça a été un excellent joueur. Voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Écoutez les amis, on reviendra peut-être une prochaine fois. On verra peut-être qui restera à l'OM à la fin du mercato. Hein. Ça va être quelque chose qu'on va suivre avec attention. Ça fait un petit peu peur. Merci. Vous étiez 42 à la fin de ce live, c'est pas mal pour moi. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Et puis bah voilà, on va essayer de reprendre un rythme un petit peu régulier ici et sur YouTube. En tout cas, surtout ici et en replay sur YouTube. Je vous dis merci à tous, merci du soutien, à très vite et puis soyons optimistes, surtout quand on connaîtra l'effectif qui nous restera. Ciao, ciao.